Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle session dédiée à l'héritage des Jeux Olympiques et quelles leçons en tirer pour la ville. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Anne Démians, qui est architecte et membre de l'Institut de France. Bonjour, et ainsi que Bénédicte Danis, qui est la directrice générale déléguée de CETEC Bâtiment, et notre animateur préféré et favori, Michel Salion. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence sur l'héritage des JO. Les JO ont été un succès indéniable pour Paris. Ça a été, en termes de fréquentation, un rendez-vous réussi. Je crois me souvenir que c'est plus de 12 millions de billets qui ont été vendus. Mais ces JO qui sont déroulés dans cette magnifique ville qu'est Paris, qui n'est pas n'importe quelle ville compte tenu de son patrimoine, sont des JO paradoxaux si on se retourne un petit peu dans l'histoire des Jeux Olympiques, et en particulier des Jeux Olympiques d'été, qui ont pour habitude, en tout cas comme héritage dans toutes les villes, de laisser beaucoup de monuments, d'infrastructures sportives, voire carrément des nouveaux quartiers qui ont été créés pour l'organisation des Jeux Olympiques. Or, le paradoxe des JO de Paris, si on peut choisir de souligner un paradoxe parmi d'autres, c'est le fait que, ma foi, on n'a pas de construction emblématique en termes d'héritage. Quand on réfléchit, en fait, ces JO se sont déroulés dans la vie, et ces fameux bâtiments qu'on pourrait chercher en héritage de ces JO de 2024, on va trouver quoi? Le village des athlètes à Saint-Denis, et on va chercher, on va trouver le centre nautique, l'aréna de la Porte de la Chapelle, et encore, l'aréna était un peu un projet prévu pratiquement avant les JO, et puis c'est tout. Le reste, c'est beaucoup d'éphémères, beaucoup d'aménagements de sites sportifs externes. Alors, je vais me tourner vers nos deux invités du jour, donc Bénédicte Danis de CETEC et Anne Démians, architecte, avec peut-être cette première question pour Anne Démians. Est-ce qu'on peut véritablement, finalement, parler d'héritage? Est-ce qu'on hérite de quelque chose, nous, Parisiens, nous, Franciliens, au regard du modeste héritage architectural? Non, et c'est vrai qu'il y a eu par contre quelque chose d'extrêmement novateur, c'est qu'il y a eu une mise en scène de la ville. C'est-à-dire qu'on n'a pas considéré qu'un bâtiment supplémentaire ou des infrastructures supplémentaires étaient nécessaires à Paris, mais que les JO pouvaient être encore plus être un démonstrateur d'une excellence à travers la mise en scène d'une ville elle-même qui avait une richesse patrimoniale absolument extraordinaire. Donc le fait de faire bénéficier les JO de cet acquis, il y a bien cette question de la pérennisation de la qualité urbaine qui est mise en scène à travers ces JO. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'innovation à travers les nouvelles technologies, qui a été vraiment quelque chose de très novateur pour le coup. C'est-à-dire que, notamment, on le voit sur cette image, sur un des ponts, il y a eu un travail notamment fait par Jean-Pierre Weiss, un ingénieur très, très ingénieux, ça veut dire qui contribue à inventer beaucoup de choses en ingénierie, à faire des événements en fait, où la technologie a été mise en scène. Même le cheval magnifique, qui est directement issu en fait, des animaux de l'île, qui est une sorte de technologie qui a été lancée dès 2007 sur l'île de Nantes, en lieu et place des anciens docks. Donc il y a une sorte de... Ce que j'aime bien, moi, c'est l'idée de la continuité, en fait, de la trace de l'homme sur la Terre à travers ce qu'il a construit, mais sa capacité à réinventer, en fait, ce rapport à la technologie,
souvent, Bénédicte le dira, assez déceptif et quelquefois en peine de vocation par rapport à cette idée que l'ingénierie peut être inventive et belle. Et là, je trouve qu'à travers ces deux exemples, parce que ce chevalier-là qui transmet en fait la bonne nouvelle des Jeux Olympiques sur la scène et qui met en scène par voie de conséquence toute la beauté de Paris sur la scène, c'est absolument extraordinaire. Mais Anne, alors, on entend vos remarques sur l'innovation, mais il n'y a pas que l'innovation, il y a aussi la création. C'est-à-dire tout le travail qui a été fait à la fois au moment de la cérémonie d'ouverture, de la mise en valeur du patrimoine mondial que représente l'architecture à Paris, la ville de Paris, et à travers aussi la création de bâtiments éphémères, parce que finalement, si on n'a pas eu d'infrastructure que l'on va pouvoir nous utiliser, et ce faisant, on a préservé la ville, hein, on a eu des infrastructures éphémères qui ont démontré que justement l'éphémère était acceptable pour un événement d'une ampleur planétaire comme ça. Alors, c'est peut-être une petite ébauche de la réflexion qui va être la nôtre pendant les 38 minutes qui restent sur le caractère adaptable, évolutif de la ville. Moi, je crois plutôt à l'importance de la question de l'évolutivité de la ville. Là, la dimension éphémère, moi, je dirais que c'était un palliatif à justement cette absence de confiance à l'architecture contemporaine. Là, j'ai essayé d'être positive à travers la mise en scène de la technologie, mais Michel, là, vous m'amenez à faire état qu'à l'heure actuelle, peut-être que le rapport de notre société par rapport à l'architecture contemporaine est un petit peu en retrait, c'est-à-dire qu'il y a un regard, en fait, qui est beaucoup plus confiant sur nos valeurs patrimoniales que sur notre capacité à créer du nouveau. Donc ça, je dirais, c'est pas le meilleur signe qui a été porté par les JO. Je suis désolée, hein, mais je ne voulais pas forcément le signaler, mais c'est, à mon sens, et ça a été largement compensé par cette mise en scène de la technologie. Mais pour ce qui est de la mise en scène de notre capacité à créer le patrimoine de demain, il n'y en a pas eu. Voilà, ben non, c'est bien cette caractéristique, puisque même la piscine olympique avec les exploits de Léon Marchand, elle a ce caractère éphémère, mais en même temps de défi d'ingénieur. Oui, tout à fait. Bénédicte, un mot sur ce caractère très particulier en termes d'héritage des JO de Paris? Alors, moi, je trouve que ces JO ont permis de mettre en avant vraiment le patrimoine parisien. Et c'est vraiment ça ce que je ressens le plus fort. Effectivement, il n'y a pas eu de marqueur. Et là, je rejoins Anne. Comme il y a pu avoir, on n'a pas construit le stade pour les JO. On a été dans cette logique un peu de sobriété. Sobriété finalement en embellissant le patrimoine existant et en s'en servant du mieux possible. Alors, dans ce patrimoine, dans les nouveaux usages que l'on peut être amené, et là c'est une question pour Anne, comment vous évaluez justement la dimension de la création artistique, c'est-à-dire l'importance de la création artistique dans les JO de Paris? Je sais que vous êtes, à titre personnel, très attaché justement en tant qu'architecte et académicienne, enfin membre de l'Institut, à ce dialogue entre architecture et création. Oui, il s'agit... en fait, c'est vrai que la question de l'innovation et de notre capacité de notre société à toujours être en adéquation avec nos nouveaux besoins, la réalité dans laquelle on se trouve. Et je pense que, par exemple... Ah ben non, mais je ne savais pas que c'était vous qui commenciez. La question de toujours renouveler le regard en fait sur le Paris qu'on connaît et qui pourrait être considéré qu'on serait dans une sorte d'idée de conservatisme, mais qu'on va le transformer pour créer de nouveaux usages. Je pense que c'est une capacité qui est absolument indispensable à l'idée que on va dire cette idée de transmission, elle dépasse même le cadre, je dirais, du regard qu'on peut porter sur notre
patrimoine au sens comment dire, qualitatif, puisqu'on a gardé les plus beaux bâtiments de notre passé. Mais notre capacité à le réinterroger à l'aune des besoins d'aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui donne la vitalité de nos villes d'aujourd'hui et de demain, et que la question, comme on va le voir, la question des transports, la question du déplacement, la question de revisiter certains usages qui n'ont plus lieu d'être et de le transformer, c'est ça qui va donner la vitalité à la ville. Et je pense que, comme on le voit sur cette image, mais je crois que c'est Bénédicte qui va en parler, l'un des vecteurs en fait, de la modernisation de nos villes, c'est pouvoir être proche de chacun des éléments qui constituent la ville. La fluidité des transports, la proximité et le fait qu'on ne cherche pas à construire au-delà des centres-villes et trop loin, et qu'on préserve, on requalifie les lisières des villes pour leur redonner la même qualité que les centres-villes. Moi, je pense que là, il y a quelque chose de très important qui se pose dans notre regard, en fait, sur la sobriété, justement, dont vous parliez, par rapport à la consommation des terrains qui sont autour des villes, et qu'on améliore, en fait, la proximité entre toutes les entités qui constituent la ville, qu'elles soient purement au centre-ville ou sur les lisières, et comment on arrive à créer une sorte d'interaction entre ces situations structurelles entre le centre et les lisières vont contribuer à donner une vraie modernité de nos villes. Et qu'en fait, on ne soit plus dans cette situation parfois de rejet par rapport à la ville, parce qu'on est loin, on est mal desservi, on est dans des sortes de monofonctionnalité des usages, et qu'on se sente un peu démuni par l'immensité de la ville, et que le rapport entre ville et nature soit complètement déstructuré par justement cette distanciation entre usage et la possibilité de pouvoir se détendre avec la possibilité d'être dans la nature rapidement et simplement. Si je vous suis bien, Anne, en fait, vous commencez à décrire finalement un état de fait qui est... On n'a pas tant d'héritage physique que ça des JO, mais on a un héritage qui est plus de l'ordre de l'intellectuel, de l'ordre du changement de paradigme, du changement de nos modes à penser la ville, et à penser la ville dans un événement d'ampleur planétaire comme les JO. En fait, on est plus dans des leçons que dans un héritage. Non, on est plus dans... Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par leçon, c'est-à-dire qu'on est plus dans une sorte de conscience que d'arriver à transformer la ville pour que tous les citoyens en bénéficient d'une manière plus partagée. En fait, il faut arriver à magnifier en fait, tout ce qu'on possède, à les transformer, à pas les muséifier, mais à les rendre tous utiles les uns par rapport aux autres, et que s'interroger sur la nécessité de construire du nouveau ou de la transformation, comme on le voit avec cette image qu'on a sous les yeux, pour pouvoir faire en sorte que continuellement on se pose la question de ce qui mérite d'être gardé ou de ce qui mérite d'être transformé. Ouais. Ou d'être fait. Ou d'être fait, d'être créé. Oui, parce que là, en l'occurrence, on parle de nouvelles lignes de transport. On peut parler du prolongement du RERE vers l'ouest, donc qui amène, en fait, les Jeux Olympiques ont été vraiment un catalyseur pour l'extension en fait, de cette ligne. Ça va permettre un renforcement de l'attractivité des territoires. Ça va désaturer les réseaux de RER A, B et D. Donc c'est un gain de temps pour 650 000 voyageurs au quotidien. Donc ça, c'est vraiment une avancée grâce aux Jeux Olympiques. Un deuxième catalyseur, en fait, c'était l'ouverture, pareil, du prolongement de la ligne 14. Donc tous les acteurs, en fait, ont rendu possible cette ouverture de ligne qui permet maintenant de rejoindre Orly à Gare de Lyon en 23 minutes contre 40 auparavant. Donc ça, c'est un héritage en quelque sorte des Jeux Olympiques, puisque ça a été vraiment le catalyseur qui a fait que cette ligne a pu ouvrir si rapidement. C'est vraiment un exploit en fait qu'elle ait pu ouvrir si rapidement. C'est un exploit, une prouesse technique et industrielle sans précédent. Alors, on peut aussi souligner peut-être que, entre-temps,
on nous avait fait des promesses avant de plus de lignes que l'on en a eu, effectivement. Mais en même temps, oui, ça a été un catalyseur. Ces lignes ont été ouvertes et les autres arrivent. Exactement. Donc après, il y a les autres lignes qui vont arriver. Là, ça a été privilégié finalement la liaison Orly-Centre de Paris et le RERE qui permet effectivement de relier Nanterre-La Folie au centre de Paris. Donc c'est vraiment la 14 et le RERE qui ont été mis en avant pour ces ouvertures. Les autres lignes vont venir. Je voulais rebondir un petit peu aussi sur, par exemple, un sujet comme le Stade de France. Effectivement, on a beaucoup vu des images du Stade de France pendant les Jeux Olympiques, mais c'est un stade qui était déjà existant, donc ce n'est pas un ouvrage emblématique comme l'ont pu être la Tour Eiffel pour l'exposition universelle. Pourtant, c'est quand même le lieu où s'est tenue la cérémonie de clôture. Donc il y a une certaine forme, un certain côté emblématique à ce stade. C'est quelque chose en fait aussi là qu'on cherche à promouvoir, cette sobriété, je pense, qui a été très chère aux organisateurs de ces Jeux. Cette sobriété qui fait qu'on a repensé légèrement le stade et que c'est aussi dans le cadre de renouvellement de la concession, on est vraiment dans cette logique-là de repartir de ce qui existe, de réhabiliter. Et c'est, je pense, un apport très fort des Jeux Olympiques de se dire qu'on ne recrée pas toujours du neuf à chaque fois qu'on a un sujet. On repart aussi et on voit comment améliorer ce qui existe. Le dernier exemple que il fallait préciser que les architectes, c'est Macquarie Zublena quand même. Oui. C'est en fait qui ont fait effectivement un très très beau stade. Ah oui, non, mais il était fait avant, vous voyez. Oui. Ah, c'est vrai, je n'ai pas cité les architectes. C'est ma déformation d'ingénieur. Et le dernier que je voulais citer, en fait, donc c'est le cours Suzanne Lenglen. Donc là, c'est Dominique Perrault, l'architecte, qui donc a réalisé cette couverture qui est magnifique, qui ressemble un petit peu à la toile qui servait pour les jupes en fait de Suzanne Lenglen quand elle jouait au tennis. Qui a été entièrement conçu par Tess. Et donc là aussi, je pense que les Jeux Olympiques ont été une forme de catalyseur pour que en fait, cette toile amovible et rétractable soit mise en œuvre pour effectivement Roland-Garros, mais aussi pour les Jeux Olympiques. Donc ces Jeux Olympiques ont permis quand même d'accélérer un certain nombre de transitions sur nos propres équipements sportifs. Oui, avec cet intérêt, c'est que quand vous parlez, vous utilisez le mot transition, moi, il me semble que justement, dans les leçons que l'on peut tirer, les leçons, l'héritage de ces JO, c'est un chemin qui est en train de se dessiner, où on le voit à la fois, c'est le propre de cette table ronde, ingénieurs et architectes du bâtiment, des infrastructures, travailler ensemble en ayant finalement changé le logiciel, en étant passé justement de ce logiciel où moi je ne suis ni ingénieur ni architecte, mais j'imagine qu'on peut s'éclater à construire des bâtiments emblématiques comme cela. Et là, vous dites, en fait, on peut s'éclater à imaginer leur évolution, leur adaptation, y compris leur adaptation aux évolutions du climat, parce que cette bâche sur le cours Suzanne Lenglen, elle a aussi cette fonction-là, en dehors d'empêcher la pluie de tomber sur de la terre battue. Donc oui, c'est un moment, vous disiez, catalyseur, mais est-ce que finalement, on n'est pas en train d'assister à un moment de bascule entre ingénieurs et architectes dans le changement de vos pratiques? Je ne pense pas que ce soit un mouvement de bascule. En fait, les JO, c'est toujours un moment. On a les plus grands athlètes au monde qui sont réunis. Forcément, les équipements qui accompagnent en fait, ces événements accompagnent cette idée d'excellence. Et c'est tant mieux. De tout temps, il y a eu des très belles contributions entre ingénieurs et architectes. La seule chose, c'est que le sujet, on ne peut pas être dans la médiance quand on travaille en fait, pour les JO. Et ça, c'est tant mieux. Ça, c'est un bel héritage au sens, en termes d'objectifs. Il y a cette idée du dépassement des savoirs et de cette question de comment, au regard de ce qu'on a, on peut encore faire beaucoup mieux. Les exemples
pris par Bénédicte et des démonstrateurs, que ces bâtiments, dès l'origine, ils étaient qualitatifs et ils ont été certainement encore améliorés dans leur fonctionnement parce qu'ils ont été adaptés aux besoins du moment et sans du tout remettre en cause leur image initiale, sans les dégrader. C'est deux très belles réalisations, plusieurs très belles réalisations. Et on avait vu une gare du DTL, la gare des Halles, oui. Alors, un autre exemple en fait d'intégration contemporaine, c'est la Bourse de commerce, donc qui est en fait sa construction remonte au XVIe siècle. Donc, c'est un ouvrage très emblématique du bâti parisien et sur lequel justement on a pu intervenir en préservant en fait cette belle œuvre d'art, en préservant le bâti existant et en intégrant une marque très contemporaine avec ce voile béton circulaire à l'intérieur. Donc, cette halo blé est devenu maintenant un lieu d'exposition moderne et contemporain, donc d'un lieu assez magique. Et ce voile béton, en fait, est inséré de telle sorte qu'il puisse être retiré si jamais on voulait revenir dans une autre forme de réversibilité. Donc là aussi, quelque chose de particulièrement intéressant. Oui, alors ce que vous venez souligner toutes les deux au travers de vos interventions, et là, on s'éloigne un peu naturellement des JO, mais on en tire la substantifique moelle. C'est pour ça que je parlais, moi, de moment de bascule. C'est qu'en fait, ce qui a été mis en œuvre dans ces JO avait commencé déjà à être pensé avant, à être mis en œuvre avant, à travers quelques bâtiments emblématiques où la réflexion patrimoine et nouveaux usages avait été poussée à bout dans vos propres réflexions. Vous qui représentez CETEC et vous, votre cabinet. Tout à fait. Et en fait, effectivement, ces Jeux Olympiques ont vraiment permis de mettre en avant le patrimoine historique parisien. Et c'est ça qui est extrêmement fort, je pense. Et c'est ça qu'on veut montrer à travers ces exemples, c'est que les Jeux Olympiques, là aussi, sont qu'un catalyseur. On a vu quelques exemples et on en a beaucoup d'autres, en fait, dans ce patrimoine parisien. Oui, puis la bourse de commerce qu'on a vue jusqu'auparavant a été structurellement plusieurs fois modifiée dans ses usages. Donc c'est à la fois les JO est un prétexte à avoir de nouveaux financements, de nouvelles raisons en fait de transformer, mais il y a des bâtiments qui se prêtent déjà pas parce qu'on a envie de les conserver, parce qu'ils étaient objets de désir par leur qualité native, qu'on a envie de les transformer. Donc, excusez-moi, mais je rappellerai que la transformation, c'est Tadao Ando et Pierre-Antoine Gatier, qui est architecte en chef des monuments historiques. La transition, je la fais parce que c'est avec lui que je travaille sur la restructuration de l'Hôtel-Dieu, donc qui est justement un élément avec l'incendie de Notre-Dame, avec la réflexion qu'on a sur l'île de la Cité, un élément qui est extrêmement important pour se dire qu'à Paris, on a un patrimoine absolument extraordinaire de construction. Mais comment ne pas tomber dans le travers d'une ville-musée? Comment arriver à faire en sorte que, par exemple, la Cité, qui est vraiment un gros enjeu et qui pourrait être muséifiée, on arrive à garder ce qui a fait la raison d'être, par exemple, de l'Hôtel-Dieu, qui est un magnifique modèle d'hygiénisme donc, qui a été construit par Diette en 1854, qui, aujourd'hui, alors que c'est des bâtiments assez fins, hauts, en hauteur parce qu'il fallait traiter de la ventilation des espaces d'un point de vue hygiène. Donc c'est un modèle, en fait, vous voyez, une structuration d'un bâtiment néo-renaissance avec des sortes de structuration extrêmement répétitives et qui cherchait à avoir le plus de lumière et le plus d'air possible à travers tous ces espaces. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce modèle, il est plus adapté aux nouveaux besoins, en fait, de la médecine. Donc on le transforme. Donc en fait... aujourd'hui, je suis chargée de transformer toute la partie en fait, que vous voyez en premier plan qui donne sur le parvis, sachant que l'Hôtel-Dieu, ça a toujours été un lieu de charité, de médecine pour les gens qui avaient des besoins en fait, de soins. Donc il y a toujours cette idée d'attention en fait, attentive aux besoins des plus pauvres. Aujourd'hui, comment on transforme ce lieu qui se trouve dans un endroit hautement symbolique qu'est l'île de la Cité? Il y a 3 éléments majeurs, en fait. Il y a Notre-Dame, l'Hôtel-Dieu et le Palais de Justice. Et comment on redonne vie à ce bâtiment? C'est-à-dire comment on ne tombe pas dans le travers d'une ville-musée? Là, c'est l'idée de faire un lieu d'institut de recherche sur la médecine
qui permettrait d'être un lieu, le vaisseau amiral de la PHP, de l'hôpital de Paris, qui a, comme vous le savez, beaucoup d'hôpitaux à travers toute la région, toute l'Île-de-France. Et l'idée de ce lieu, c'est un lieu de recherche sur le diagnostic en fait, des différents patients et qui permettrait de trouver des moyens dans lesquels il y aurait à la fois des lieux de conférences pour parler à niveau international sur les nouvelles avancées sur la médecine, des nouveaux moyens pour arriver à avoir très vite son diagnostic via des supports numériques, via l'intelligence artificielle. Donc j'ai fait un parvis qui a double entrée, un vers le bas, qui est vers les salles de conférences, vers les lieux d'exposition des nouvelles innovations, et un autre vers des lieux, vers des laboratoires. Donc vers le bas, on va être un lieu d'exposition des innovations qui vont permettre donc d'avoir des espaces de rencontre en plein cœur, en fait, sous le jardin en fait, actuel de l'Hôtel-Dieu, donc flexible dans son usage pour pouvoir avoir de grands rassemblements, des lieux de recherche à proprement dit, autour de la médecine, toujours, de garder en fait le fil rouge inhérent à l'Hôtel-Dieu, et des lieux, évidemment, aussi de travail, de réflexion sur ces recherches. Donc, vraiment un lieu qui sera le lieu ouvert. Et vous voyez, l'Hôtel-Dieu, dans son implantation, il est à 50 mètres de Notre-Dame. J'ai également, toujours dans cette idée de mêler vision patrimoniale et vision prospective, proposé d'installer une nef qui serait, en attendant en fait, que Notre-Dame se termine et en attendant que l'Hôtel-Dieu se transforme, un lieu de présentation. Donc on peut y accéder depuis le parvis, on a la cour d'honneur et on arrive sur cette nef qui serait un bâtiment provisoire pour présenter en fait à travers des conférences, des concerts ou différents lieux de présentation tout ce qui va se passer à l'Hôtel-Dieu, tout ce que porte cette idée de la transformation, du rôle, de l'évolution des métiers dans l'acte de construire. C'est à la fois un projet traditionnel par son dessin, c'est une sorte de nef, et en même temps, vous voyez, il est dissymétrique pour montrer une certaine modernité en fait, de sa conception, avec des tuiles de verre. Donc toujours comment on arrive à faire la transition entre ce qui existe, ce qui va être, et les transformations futures. Donc c'est un bâtiment un peu, symbolique dans son disposition et qui allie modernité et classicisme. Bénédicte, vous êtes intervenu dans cette même logique justement de la transformation des usages sur AgroParisTech. Oui, alors le bâtiment d'AgroParisTech qui est l'ancien en fait, site de l'école d'agronomie à Paris, qui est complètement réhabilité dans ses usages pour en faire justement aussi un lieu encore d'éducation. Et c'est très intéressant à plusieurs titres. C'est intéressant parce que ça permet de continuer à maintenir en fait des jeunes aussi dans le centre de Paris, parce qu'effectivement toutes ces écoles qui partent, là on refait de Paris un lieu de vie. Et moi, je fais aussi le parallèle avec les Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques étaient des Jeux, on l'a déjà vu, accessibles 100% au transport en commun. Et donc, l'offre de transport, à ce titre, a été largement améliorée. C'était des Jeux Olympiques qui ont mis en avant le patrimoine historique, et ça, on l'a déjà vu. Mais c'était aussi des Jeux, pour la première fois, qui étaient 100% paritaires. Des Jeux où la diversité était vraiment présente. Et je pense que tous ces lieux d'éducation sont très importants. Et on doit vraiment en faire un espace aussi pour cette diversité. C'est une leçon, en tout cas, qu'on doit tous tirer. Et effectivement, aujourd'hui, moi, quand je vois les statistiques des jeunes femmes qui s'engagent dans les voies scientifiques, qui ne font que décliner, et ben, c'est un vrai combat de tous les jours qu'on doit mener. Merci, Bénédicte, pour ce témoignage important sur la parité, en particulier dans le secteur du bâtiment. Exactement. Voilà, qui est dans l'ingénierie même. Voilà, dans l'ingénierie, dans le secteur. Dans l'ingénierie, je crois que c'est plutôt ça auquel dans l'ingénierie, c'est pas le bâtiment, c'est toute l'ingénierie. Et c'est pour ça que ce parcours, on a commencé, le fait que les technologies étaient mises à l'ordre du jour, et je trouve d'une manière très positive dans le cadre des JO. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez stimulant, parce qu'effectivement, ce n'était pas un élément qui était démonstratif d'une technologie qui ne servait à rien. Il y avait cette capacité de mettre en lien en fait tous les monuments de Paris d'une manière comme une unité de temps et de lieu qui était absolument somptueux.
Donc cette vocation en fait sur le fait de rester à Paris, je l'ai aussi développée à travers l'École supérieure de physique-chimie dans le 5e arrondissement, dans un bâtiment où a travaillé Pierre et Marie Curie quand ils ont mis en scène la question de l'importance de l'uranium en fait par rapport à cette énergie que portait l'uranium. Et donc c'est un haut lieu de la recherche, puisque c'est une école qui a aujourd'hui appartient à la ville de Paris pour des questions historiques, mais ce serait un peu trop long à expliquer. Donc c'est la seule grande école qui a un statut communal et qui reste à Paris, dans la mesure où les chercheurs qui sont sur place ont conscience en fait de l'importance de rester sur la montagne Sainte-Geneviève, qui a toujours été un haut lieu de la recherche à Paris. Et donc quand on disait ensemble qu'il faut regarder vivant en fait l'activité productrice de Paris, ce projet est une incarnation absolument extraordinaire dont je suis très très fière, parce que c'est un projet difficile, c'est un projet de restructuration en fait que j'ai commencé déjà, dont j'ai gagné le concours en 2014 dans un concours international où il y avait vraiment de très gros enjeux avec donc c'est le plus gros projet de la mairie de Paris actuelle. Et à terme, ça permettra à des jeunes chercheurs de rester sur la montagne Sainte-Geneviève, à l'école, qui est une des plus grandes écoles françaises sur la physique, la chimie et la biologie, de rester sur la montagne Sainte-Geneviève dans le cadre de Paris Sciences et Lettres. 6 prix Nobel, je crois. 6 prix Nobel, oui, absolument. Donc là, vous voyez, on garde en fait l'idée de bâtiment îlot, mais j'ai dit en fait à cette question de bâtiment îlot la question de la spirale, qui, à mon sens, est une façon de faire une métaphore sur le mathématique, sur la possibilité de créer une densité au cœur de Paris. De 25 000 m², on va passer à 55 000 m², tout en proposant des locaux qui permettront, comme vous le voyez en plan, donc ça forme une spirale, avec cette dimension symbolique que la spirale est reliée à un moment donné par un grand escalier, qui sera cette façon de faire une métaphore du lieu où tous les chercheurs vont se rencontrer à travers la possibilité de relier l'ensemble des ailes. Donc, pour mettre en scène spatialement la question de la sérendipité, donc la question de la rencontre à travers la mobilité que vous avez présentée par rapport à ces grandes gares, elle se retrouve souvent aussi en question dans l'espace, la possibilité de penser la fluidité des espaces, le déplacement au sein des établissements, pour permettre tout simplement des rencontres entre des étudiants, des chercheurs, et favoriser comme ça du coup une stimulation de l'esprit. Donc on a là fait le bâtiment cœur, c'est-à-dire le bâtiment en fait, qui est au centre de la figure, et là on s'attaque à la deuxième partie. Donc vous voyez, en fait c'est des labos de très haut niveau qui sont en train d'être livrés, et c'est un bâtiment de ce point de vue-là extrêmement stimulant pour la transmission en fait, de ce que ça veut dire que la recherche en France, qui est parfois en déshérence quant à sa vocation de créer une sorte de qualité de vie pour nos générations futures, et considérer que la recherche scientifique, ce n'est pas forcément quelque chose qui va au détriment d'un équilibre de nos sociétés, mais au contraire, arriver à trouver en adéquation avec une philosophie assumée de ce que voulait dire le progrès, peut-être réorientée vers une certaine idée de la recherche qui est d'apporter des solutions de confort ad hoc avec les évolutions de notre société. On va bientôt conclure, et je ne veux pas être trop provocant, mais à vous écouter et à travers les exemples que vous avez choisis pour illustrer votre propos, on a vu quand même beaucoup de bâtiments officiels, institutionnels. Ils sont emblématiques de ce changement, justement, dans la façon de penser leur présence dans la ville. Mais nous, citoyens qui sommes là, à vous écouter, on sait aussi qu'en termes de problématiques de bâti, il y a une question qui taraude la France, qui est une question politique, qui est celle aussi du logement, enfin du logement, de l'absence de logement, et en même temps, puisqu'on est en train de parler de Paris, de la ville, de l'Île-de-France, de cet état de fait qui est une surproduction de bureaux et aujourd'hui
une quantité de bureaux qui ne trouvent pas preneur. Alors, cet héritage parisien des JO dans cette façon de changer la ville, est-ce qu'elle va se traduire à plus grande échelle pour changer notre vie? Non, en fait, en parallèle, puisqu'on a dit que les JO ont mis en scène le patrimoine historique parisien, se pose la question à terme, et je vais faire très court parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, dans les 5 prochaines années, on sait qu'il va y avoir 20 millions, grosso modo, de mètres carrés de bureaux vides. On sait qu'on manque de logements. Donc la question de savoir comment trouver quelques exemples de transformation de bureaux qui nous permettront de faciliter à tous les détenteurs de biens, en fait, notamment de bureaux, d'arriver à penser à transformer ces bureaux. Voilà la question. Donc rapidement, le siège de Renault à Boulogne, qu'on a transformé en créant, comme vous le voyez, des mètres carrés, c'est le trait bleu, pour pouvoir payer la transformation, la création de valeur, en fait, qu'il faut arriver à générer pour penser ces transformations. Donc on garde la structure en béton, parce qu'avant de détruire un bâtiment, il faut s'interroger en fait, sur la possibilité de le garder, sachant que sur 15 ans, en fait, un bâtiment qu'on détruit, c'est à peu près 15 ans de dépenses énergétiques qu'on jette comme ça dans l'atmosphère. Donc là, l'idée, c'était de garder la structure, d'enlever évidemment la façade en verre, qui était vraiment un signe des années 90, avec une déperdition énergétique incroyable, de rajouter la 3e étape, en fait, c'est des balcons extérieurs, des éléments, des dispositifs passifs, pour maîtriser l'apport de chaleur et faciliter l'arrivée de lumière. Création d'espaces extérieurs et donc de transformer certaines parties de ces bureaux en logements, notamment côté ville, pour pouvoir arriver à avoir des espaces partagés entre peut-être lieux de travail ou de télétravail selon les nouvelles façons de faire, et en récupérant le sol qui avait été pollué au fil des ans, de renaturer le sol, de requalifier les toitures, de repenser les rez-de-chaussée pour pouvoir être disponibles à de nouveaux usages. Donc, en quelque sorte, c'est de repenser la façon de penser des bâtiments qui étaient monofonctions, qui étaient stérilisantes par rapport à la ville, pour donner cette agilité que parfois, en fait, des constructions un peu trop rapides qui étaient basées sur des questions de rentabilité à court terme, on puisse repenser la question du temps long dans l'effet de... Il y a des millions de mètres carrés construits, comment on les transforme pour à nouveau les rendre utiles? Je crois que ça va être le mot de la fin, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes pour vous écouter, écouter vos questions, s'il y en a, et éventuellement, j'espère même, y répondre. N'hésitez pas à intervenir, nous allons faire passer des micros. Pardon, j'avais juste une précision, je voulais savoir, c'est 25 millions de mètres carrés de bureaux vides dans les combien de prochaines années? J'ai pas entendu votre question. Vous avez parlé de 25 millions de mètres carrés de bureaux vides dans les 5 ou 15 ouais. Les 5 prochaines années. Les 5. Sachant que là, aujourd'hui, on en a à peu près 5 millions, on le sait très bien, et qu'il y a une sorte de rétrécissement de toutes les entreprises par rapport à leurs biens, pour arriver à optimiser, on va dire, le coût de la valeur locative de leurs bâtiments, et qu'il y a une perte en charge de la valeur, en fait, de ces biens, de ces actifs, qui, au fil de l'eau, à mon sens, il est très important. Il y a en fait un vrai mouvement pour faciliter fiscalement la transformation, mais à mon sens, elle doit être encore plus incitative, parce qu'il y a une vraie difficulté. Bon, là, on a créé des mètres carrés pour pouvoir payer la transformation, et il faut effectivement une fiscalité qui est différente entre bureaux et logements, soit mieux équilibrée à terme, enfin, dès maintenant. D'accord, merci. Bonjour, merci pour votre conférence très intéressante. Je voulais vous demander comment on peut faire pour avoir une double autorisation comme vous avez fait pendant les JO, pour pouvoir avoir une double... comment vous avez fait pour faire évoluer les mentalités, surtout au niveau des personnes qui autorisent? Nous, je viens du Maroc, on a la Coupe du Monde 2030 qui arrive au pas de charge. Comment faire pour qu'on puisse construire des choses pour 2030
Mais le lendemain matin de la Coupe du Monde, est-ce qu'on les jette? Non. Et donc, au lieu de repartir pour d'autres autorisations de construire, j'ai lu qu'en France, pour les logements, il y a eu une première période, une reprise en main des travaux et une deuxième période. Si vous êtes au fait de ça, pour nous expliquer un peu. Ouais, je ne sais pas si c'est le sujet. Mais... Non, mais si, c'est complètement le sujet, parce que je vais juste... en fait, pour les JO, c'est vrai qu'on s'est dit... il a été décidé que les logements pour les athlètes pouvaient se transformer en logements. Mais c'est du logement à logement. C'est absolument pas suffisant. Il faut absolument, aujourd'hui, construire les villes dans le temps long et concevoir dès l'attribution des permis la possibilité, demander même à ceux qui construisent des bâtiments, la possibilité de le faire changer d'usage. C'est ce qui a été fait pour les villages olympiques, c'est-à-dire que c'est dans la construction, il y a des éléments qui sont, on va dire, non amovibles, qui sont les escaliers et tous les réseaux en fait, de fluides, et après tous les restes deviennent des éléments non porteurs. Et concevoir dorénavant des bâtiments qui ont une même hauteur entre bureaux et logements, qui ont des mêmes en fait, possibilités d'espace extérieur, et de faire en sorte que dès l'attribution du permis, on considère la possibilité de changer d'attribution, c'est absolument vital. Et ça, aujourd'hui, tant que ce n'est pas fait, il y a eu un mouvement dans ce sens-là, mais c'est toujours pas appliqué. Et il y a l'autre élément qui est la question de la fiscalité, qui est différente au moment du permis entre les bureaux et les logements. Donc, la question de la hauteur de dalle à dalle, il n'y a aucune raison de construire différemment entre logements et bureaux. La question des attributions administratives des permis et la question de la fiscalité. Et là, on pourra faire des bâtiments qui, réellement, dans le temps, pourront être vraiment responsables. Et ça ne sera pas du saupoudrage. Oui. Merci. C'est le concept de la réversibilité auquel tiennent tant et Anne et Bénédicte. C'est cette idée qu'effectivement, avec la transition climatique, avec la transition environnementale, en fait, on n'a plus le droit de faire comme avant. Voilà. Non, il faut changer notre façon de concevoir le bâtiment, et c'est ça qui est très difficile, parce qu'il y a une prise de conscience là qui est en train de s'établir, mais il faut aller vraiment au-delà de cette prise de conscience, et c'est très très en amont qu'on doit intégrer ces contraintes de réversibilité, parce qu'on ne conçoit pas pareil dans nos anciennes habitudes un immeuble de bureau d'un immeuble de logement. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment arriver à se dire qu'est-ce que sera demain ce bâtiment. On me demande un immeuble de bureau, mais comment je maintiens une possibilité de réversion en logement ou en un autre usage. Et en fait, c'est pas un rêve. Moi, je l'ai réalisé à Strasbourg avec les Black Swan, 30 000 m², bureaux, logements, résidences-services, étudiantes, commerce, réversible, c'est-à-dire entre le moment de la conception et le moment où aujourd'hui, donc je l'ai conçu en 2014, il a été fini en 2019, et le programme a changé, enfin l'usage a changé à plus de 50%, et le bâtiment, il garde toute son intégrité. Mais par contre, ça a été la meilleure opération financière de ICAD en 2018 et 2019. D'un point de vue urbain, ça a permis de revitaliser un ancien site industriel. L'entreprise Bouygues a fait une très bonne opération parce qu'il y avait quelque chose d'industrialisation du site, mais pas au détriment de la qualité, parce que j'ai pu faire, comme je le montrais sur cet immeuble, des espaces extérieurs qui géraient la question climatique. Donc je pense qu'il ne faut pas considérer comme une fatalité que ça coûte plus cher que de faire un bâtiment réversible. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que j'ai fait la démonstration et qu'aujourd'hui encore, les réglementations, et ça je vais voir tous les ministères pour faire changer ça, ne sont toujours pas encore changées. Nous avons une dernière question. Oui, je voulais savoir, du coup, il y a eu deux nouvelles infrastructures qui ont été construites pour les Jeux Olympiques, donc les villages olympiques et le gymnase. Et est-ce que justement ces deux nouveaux bâtiments ont été construits dans une logique de réversibilité, pas seulement du coup de logement à logement pour les villages olympiques, ou également dans une logique réversible avec possibilité de bureaux ou je ne sais quel autre. Non, je pense que la réversibilité, elle était vraiment de passer de logements d'athlètes à des logements soit étudiants, soit autres logements. C'est pas encore la réversibilité, on passe de logement à bureau, en tout cas pour le village des athlètes. Et pour ce qui est de la piscine, elle va rester une piscine, la piscine olympique, elle restera une piscine. Par contre,
Là, on peut parler aussi d'héritage des JO, c'est une piscine qui restera en fait ancrée localement et qui permettra en fait un meilleur accès à des bassins nautiques. Je pense qu'il y a une conscience collective sur la nécessité de penser différemment, mais on ne fait toujours pas différemment. C'est vraiment, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Hein. C'est-à-dire, on a fait différemment pour le moment des JO, un peu, ouais, non, mais au fond... Mais au fond, on n'est pas encore assez loin. Ouais, la vraie bascule n'a pas eu lieu et on n'a pas hérité de la législation qu'il nous faut. Ouais. Non, mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait un précédent et on en parle, que ça serait quand même bien qu'au niveau du permis, on ne fasse pas un bâtiment à une seule destination. Il n'y a pas de gaspillage, comme ça a été fait, mais il y a très très longtemps, dans des villages d'athlètes qui ont été justement, du coup, après... sans repreneur. Donc ça déjà, on a évité cette erreur-là. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Une dernière question. Je vais extrapoler avec une terminologie qui remonte aux années 80. Alors je vais parler de conception d'espaces polyvalents, facile à reconvertir. Est-ce que ça se suppose une nouvelle compétence en matière de programmation architecturale? Et pour convaincre les pouvoirs publics pour s'investir dans ce genre de démarche, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le surcoût en amont, mais sur le retour sur investissement? Alors, vous avez raison, les terminologies sont super importantes. Polyvalent, par exemple, je vous ai montré, vous avez vu un amphithéâtre qui pouvait avoir plusieurs dispositions. Donc il était polyvalent dans ses usages. Ça peut être un lieu de cocktail, un lieu de conférence, polyvalent. Donc plusieurs usages concomitants, etc. Beaucoup de gens parle de flexibilité. Mais la flexibilité existe déjà dans les logements. On peut transformer, alors à moins de vraiment mal concevoir son bâtiment, de varier de 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. C'est le minimum syndical. Mais ça n'existe pas toujours, hein, déjà. Bon. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, voilà, on ne peut pas faire moins que ça, c'est-à-dire de la flexibilité. La réversibilité, ce n'est pas une science supplémentaire. C'est simplement avoir en tête une vision éthique de l'architecture, qui est se dire comment, au lieu de penser produit, c'est-à-dire bureau, logement, avec des images stéréotypées qui collent à chacun, pourquoi un bureau doit être à 3,50 m pendant qu'un logement est à 2,50 m? Expliquez-moi. Avec le réchauffement climatique, donc ça veut dire que les gens dans les logements, ils crèvent de chaud, parce que c'est vrai que de la hauteur, regardez, je regardais à Alger, en fait, ils construisent jamais moins que 3,50 m ou 3,30 m de dalle à dalle. C'est simplement pour qu'il y ait des ventilations naturelles. C'est tout, c'est naturel. C'est juste une question de bon sens. Donc ça ne demande pas une technologie, une réflexion supplémentaire, si ce n'est une vision sur la ville. C'est-à-dire pourquoi je considérerais que des bureaux doivent se permettre d'avoir une température constante à 19 degrés, qu'il fasse 40 degrés à l'extérieur, et des logements, on sera à 35 degrés, et encore quand on a la chance de pouvoir se payer comment on appelle ça, un climatiseur. Donc il y a quand même un problème éthique fondamental, c'est-à-dire qu'il faut retrouver notre capacité à faire des bâtiments ayant une inertie minimum, des doubles orientations quand c'est possible, quand ça dépend des régions. Par exemple, au sud, ne pas faire des doubles orientations et de la ventilation naturelle entre parois froides et parois chaudes, c'est juste, je dirais, inconcevable. Au nord, on va faire des bâtiments plus épais parce qu'il y a une problématique d'inertie, c'est-à-dire pas perdre trop de chaleur, vous voyez. Et donc, retrouver l'idée que la question du temps long de la ville, c'est une façon de retrouver le contact avec la spécificité climatique de chacune des régions, mais que globalement, il va falloir se protéger contre la chaleur. Donc, la question des dispositifs passifs, c'est-à-dire pas avoir à faire de choses qu'on rajoute, eh ben, ça me paraît juste savoir mieux construire. Excusez-moi de répondre un peu vivement, mais non, ça ne demande pas des surcoûts complémentaires, c'est juste une vision éthique de ce qu'on veut faire. L'opération dont je parle à Black Swan, c'est pour ça que je vous disais que les promoteurs, les constructeurs et moi, architecte, on n'a pas perdu d'argent, on a juste mis de l'intelligence embarquée sur une... Moi, je pensais avoir fait un projet théorique, j'ai été lauréate de ce concours international, c'est 3 tours, on aurait dû être 3 lauréats, j'étais la seule lauréate, parce que le maire, l'entrepreneur, a compris ce que je voulais dire, c'est comment inscrire dans le temps long une réflexion urbaine et pas faire du coup par coup. Vous voyez, on parle de Smart City.
faire des transmissions de chaleur d'un bâtiment à l'autre. Mais moi, je trouve que c'est hyper technologiquement trop sophistiqué. Il faudrait déjà faire que chaque bâtiment soit mieux conçu. Et après, que cette question du quartier, de la façon de mieux répartir des valeurs à construire en fonction de la situation du soleil, en fonction de la situation d'un fleuve, etc., qu'on arrive à avoir une réflexion urbaine plus qualitative, quartier par quartier, région par région, là encore, on arriverait à cranter, mais d'une manière diabolique, et faire en sorte que quand il n'y a plus d'usage de bureaux, eh ben on change ça en logement, parce que le bâtiment a été conçu pour cette flexibilité, et surtout que le bâtiment a été conçu avec qualité et qu'on a envie de le garder. Voilà. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas. Merci à toutes et à tous. Bon bâtiment. Merci beaucoup à vous trois d'avoir animé cette très belle session sur l'héritage des JO. Et nous allons accueillir dans quelques instants Monsieur Nicolas Lopin et Monsieur Mathieu Kéros qui vont nous parler de la nouvelle version de la